On se retrouve aujourd'hui sur Nike qui a perdu pas loin de 60% de sa valorisation depuis 2022 pour voir les différents ratios financiers et faire une valorisation par DCF. Alors on va commencer par les ratios financiers. On a le chiffre d'affaires qui est en hausse constante depuis une quinzaine d'années, ce qui est une très bonne chose. On a les revenus nets qui suivent. On a une marge nette qui est relativement stable et qui est vraiment pas mal pour le secteur. On est aux alentours de 10%. On a forcément des années avec un petit peu plus et des années avec un petit peu moins, mais globalement, on se maintient à 10%. On a eu 2021-2022 à 13%. Et on a eu 2023-2024 à 10-11%. On revient à la normale, mais c'est une très bonne chose. Ça prouve que la marque arrive sur une quinzaine d'années à maintenir ce niveau en une constance absolue. Alors c'est une mauvaise chose puisqu'on aurait bien aimé avoir un petit peu de croissance de la marge nette globalement, mais c'est une très bonne chose. Ça prouve que la marque est mature, ça prouve que l'équipe dirigeante a absolument tout optimisé et qu'on maintient ce taux, qu'on sait faire, qu'on sait maintenir. Donc c'est une bonne chose. Et on a le nombre total d'actions en circulation qui est en constante baisse également. Donc des rachats tout le temps, sauf ici on est passé de 1,24 milliard à 1,27 milliard. Mais globalement, la tendance est en baisse constante. C'est une très bonne chose. On passe au screener 2. Screener 2, on a un ROCE, on va zoomer, qui est pas mal du tout, qui est en augmentation. On avait du 20-22% dans les années 2010-2012. Et on passe progressivement, alors en dents de scie, mais on passe progressivement à quelque chose autour de 35-40%, ce qui est très bien. 40% de ROCE, ça fait partie des belles entreprises qui savent gérer leur argent. Au niveau du free cash flow, le free cash flow augmente en dents de scie, mais est en constante augmentation également. On voit bien qu'on était à 2 milliards et quelques, on est passé à 4 milliards 8, donc pas mal du tout, une belle hausse. On a des années avec et des années sans, mais globalement, c'est pas mal. Au niveau du price to free cash flow, on est relativement haut, tout simplement parce que Nike est une marque qui rayonne à travers le monde, qui est connue. Beaucoup de gens achètent, non pas sur base de ratios financiers, mais parce qu'ils connaissent la marque. Et beaucoup d'autres gens achètent également Nike, puisque c'est une marque qui est quand même résiliente, qui est forte, qui est puissante, qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Et forcément, ça a un premium. On paye ça parfois. Donc on voit bien ici, on est aux alentours de 32-33 de price to free cash flow, ce qui est relativement élevé pour une société comme ça, qui n'a pas une énorme croissance. À noter qu'en ce moment, on est sur un price to free cash flow de 18, qui ne s'était pas vu depuis un bon moment. Si on se met sur cette ligne-là, on l'avait rencontré une fois en 2010, et avant les années 2010, c'était les ratios financiers à peu près courants. Mais on le sait, depuis les injections de liquidités, ça fait une décennie, 15 ans, qu'on a tout qui est un petit peu monté, et ça se voit également aujourd'hui sur Nike. Si on passe ensuite au screener 3, au screener 3, on a le PER qui suit exactement la même logique que le price to free cash flow. On est sur un moment historiquement bas. On n'avait pas connu ça depuis 2012 et on voit bien qu'avant, le PER était bien plus bas et depuis de nombreuses années, on est bien plus haut. Donc on pourrait avoir un petit point bas intermédiaire et repartir ou revenir se normaliser avec les ratios d'avant. Au niveau de la dette nette est plutôt bien gérée puisque on a des hauts et des bas, mais ça reste relativement maintenu et contenu. On avait de la trésorerie jusqu'à 3 milliards et quelques, presque 4. Et on repart en dette de 300 millions, mais une dette de 300 millions pour un groupe comme Nike, c'est ridicule. Donc on peut considérer qu'on est à zéro. Il arrive parfois qu'on fasse des endettements, à voir pourquoi. Est-ce que c'était une mauvaise gestion? Est-ce que c'était la panique pendant le Covid? Est-ce qu'il a fallu un petit peu remettre un petit peu de liquidité? Ou est-ce que c'était pour un achat? Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est d'aller lire les rapports financiers et d'écouter les conférences call. Mais on voit bien que ça a été extrêmement résorbé rapidement et qu'on est repassé à une dette qui est vraiment très très légère. Si on passe au niveau des capitaux propres, les capitaux propres, on a sur une longue période une augmentation, mais on voit bien qu'on a eu deux grandes périodes. On a eu de 2006 à 2016 où tout est monté très fort. On a eu 2016, 2017, 2018 et 2019 qui ont été relativement mauvais. À voir pourquoi on a eu une chute comme ça de capitaux propres et surtout une chute progressive. Il ne s'agit pas juste d'un creux une fois, on a vraiment une descente progressive. Et depuis 2020, on est reparti à la hausse et on est reparti de plus belle. Au niveau de la capitalisation boursière totale, on a eu une énorme envolée jusqu'en 2021 et on voit bien que depuis, on est vraiment redescendu. On est au niveau de 2018 et on est sur les plus hauts en 2016. C'est là qu'on voit que la bourse est sur le long terme puisque quelqu'un qui aurait investi en 2016, ici,
serait sur la même capitalisation qu'aujourd'hui. Et on voit bien que ça se situe sur des temps très longs, puisque sur l'espace d'une décennie, eh bien, la capitalisation n'a pas bougé. Alors évidemment, elle est passée par des plus hauts et est redescendue, mais globalement, on est sur les mêmes niveaux qu'il y a environ 10 ans. Si on passe maintenant à la valorisation par DCF. Donc j'ai remis ici tous les chiffres qu'on voit dans TradingView. Au niveau du PER, je me suis mis à un PER de 26, tout simplement parce que c'est ce qu'on avait pendant la dernière décennie. On est beaucoup plus bas aujourd'hui. Est-ce que c'est un accro de parcours ou pas, ou est-ce que ça va être la nouvelle norme pendant les prochaines années? Je ne le sais pas, personne ne le sait. Donc je prends ce qu'on a eu, le PER médian sur la dernière décennie, à savoir que ce n'est pas le PER constant qu'il y a eu sur une très longue période, puisqu'on voit bien qu'avant, dans la période avant, il y avait un PER bien plus bas. Si on se remet ici, donc 26, pour ma part, je paierai un PER de 17 max. Oui, je sais, c'est relativement bas, mais c'est tout simplement parce qu'on a une croissance qui est relativement molle. On a une croissance des chiffres d'affaires qui n'est pas tip-top à mon goût. Si on se met ici, on a des revenus qui sont en croissance d'environ 10%, ce qui est relativement pas mal. Mais dernièrement, on a du 6, 6, 7, moins 4. Bon, 18, c'était le rattrapage. 5, 9 et 0,33. On a quelque chose qui est aux alentours de 6-7%, ce qui est un petit peu mou pour moi. Évidemment, Nike est une entreprise relativement mature dans un secteur qui est plutôt lent. Donc, ce n'est pas la faute de la société en elle-même, mais pour mes investissements, j'aimerais bien avoir quelque chose qui grandisse un petit peu plus que du 5-6% par an. C'est une croissance qui est un peu faible à mon goût. Bien évidemment, le chiffre d'affaires ne suffit pas. Il y a également la croissance des free cash flow. On est sur une belle augmentation, mais pour moi, on est sur une dizaine d'années, une vingtaine d'années. On est passé de 1,3 milliard à 5 milliards, donc on a du x4, un petit peu moins, x4 en 20 ans, je trouve ça un peu léger. Alors oui, certains diront que c'est bien, c'est la moyenne du marché, tout à fait, mais le but du stock picking est d'être au-delà de la moyenne du marché, sinon autant acheter un ETF et ne pas se prendre la tête. Si je reviens donc à ma valorisation, on se met là. J'ai une croissance moyenne passée de 4,27, à savoir que 2010 joue énormément dans la balance. Et si au lieu d'avoir ici 2,8 milliards, on avait du 1,4 milliard, je vais changer. On verrait ça impacte forcément la croissance. On passerait plus à du 10%. Donc on est, pour moi, je vais garder ce taux-là puisque ce chiffre était réel. Mais on peut avoir, selon si on prend une année, un creux ou sur un pic, ça peut forcément changer puisque ça reste une moyenne. Et une moyenne dépend forcément de tous ces points. Donc quand on a un point qui se passe du simple au double, forcément, ça peut changer. En attendant, la croissance moyenne, moi, je vais la caractériser aux alentours de 5-6%. Le PER, pour moi, je mettrais du 17. Donc, on va commencer la valorisation grossière avec un PER de 26, mais on voit bien qu'on passe sur du 108. Et si on passe sur du 17, là où moi, je l'attendrai, on est plutôt aux alentours de 70. C'est juste pour avoir une idée grossière de la valorisation. Ensuite, si je passe sur la valorisation de Graham, on a une valorisation d'environ 75, ce qui est pas mal du tout. On est aux alentours du prix actuel. Et si on se met sur la valorisation par DCF, moi j'obtiens du 69,4, 70. Évidemment, la croissance future estimée change énormément. Si je passe ici à 20%, forcément, la valorisation change du tout au tout. Je préfère rester conservateur aux alentours de 5-6%, tout simplement parce qu'on a eu une croissance du chiffre d'affaires qui était aux alentours de 10% par le passé, et une croissance du free cash flow qui était aux alentours de 6-7% par an, ce qui est pas mal du tout, mais on voit bien que depuis peu, Nike a des problèmes. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma précédente vidéo, je vous la mets ici. On voyait qu'on commençait à avoir une restructuration, qu'on essayait de maintenir le leadership. Alors, c'est peut-être juste une mauvaise période de 2-3 ans, et ça va repartir de plus belle. Il n'empêche que pour l'instant, je préfère rester sur un scénario pessimiste, donc dire une croissance de 5-6%. Et si cette croissance change dans les 2-3 années à venir, évidemment, je referai une valorisation et peut-être qu'on aura un tout nouveau prix et une toute nouvelle perspective qui feront que Nike reviendra une société de croissance à l'avenir. À noter ici qu'il n'y a absolument pas de marge de sécurité de quoi que ce soit, donc quand je mets 5%, la valorisation est de 70. Si je mets du 4%, pour prendre une marge de sécurité, on arrive plutôt à 63. Quand on voit un petit peu les balbutiements de Nike en ce moment, 4% est une croissance relativement conservatrice, ce qui permet d'intégrer une certaine marge de sécurité, ce qui permet d'avoir un prix aux alentours de 63. Si on passe maintenant sur Go Focus, je me suis mis exactement pareil sur les free cash flow. Et si on passe sur une croissance de 4 et quelques, on voit bien que la fair value est à 45, ce qui est complètement différent de 75. Alors, il y a un discount rate de 11% déjà. On estime que pour 10 ans, on va être à 4% et quelques, et que sur les 10 années suivantes, on va être à 4%. Si je descends et que je mets à 3, on voit bien qu'on descend encore un peu.
Si je me mets ici au niveau des revenus, on voit qu'on a une trendline à 10%, ce qui est pas mal du tout et c'est un peu ce qu'on avait vu sur TradingView. Si on se met sur l'EBITDA, on a également une trendline à 10%, mais on voit bien que depuis quelques temps, on décroche un petit peu. Alors ici, forcément, on a eu 2020 le creux, on a eu le rattrapage, donc ces 2 années sont à ne pas compter, on faudrait plutôt compter le milieu, ça tombe bien, c'est pile poil sur la droite, mais par contre, on voit bien que depuis un petit moment, on a ici, on descend légèrement et on n'arrive pas à rattraper. Si on se met sur les earnings per share, on est sur une trendline qui est pas mal, la trendline est à 17%, mais c'est une trendline de long terme, puisqu'on voit bien que la trendline continue, alors qu'ici, les earnings per share sont bien en deçà de la trendline, donc on n'est pas réellement à 17%. Si on essaie plutôt de passer sur les 10 dernières années, on voit bien qu'on a la trendline ici, on est à 8% et quelques. C'est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, une trendline d'earning per share à 8,7%. Alors, pourquoi on a ça alors que derrière, on a une croissance un petit peu plus faible? Tout simplement parce qu'il y a du rachat d'actions et c'est une très bonne chose, mais ça permet de booster artificiellement le rendement par action. On se retrouve donc avec une valorisation aux alentours des 45-50. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que du coup on est complètement surévalué et que Nike c'est n'importe quoi. Ça veut juste dire que par rapport à la croissance future estimée, on est un petit peu cher en ce moment. Si demain l'équipe dirigeante redresse, arrive à consolider, comme elle le dit dans les communiqués, qu'elle réussit à remettre de la croissance, à remettre des bénéfices sur la table, forcément la valorisation sera tout autre. On l'a vu par le passé, il est arrivé des périodes où Nike avait un petit peu du mal et derrière c'est reparti de plus belle. Donc si ça repart de plus belle, évidemment une nouvelle valorisation sera à faire. En attendant, pour moi, Nike, c'est non, ce n'est absolument pas assez dynamique. Oui, c'est une belle société, oui, c'est une belle marque qui ne va pas mourir demain et forcément ça dépend aussi de votre style d'investissement et de votre portefeuille. Quelqu'un qui cherche à sécuriser 10 millions d'euros ne va pas forcément partir sur des petites startups ou des dossiers un petit peu dangereux. Un investisseur avec un tel portefeuille préférera se concentrer sur des marques fortes qui vont rester là pendant encore des décennies et il se souciera peu de l'excellente croissance ou de l'excellent retour sur investissement attendu. Il cherche plutôt à protéger son patrimoine, à avoir un petit retour sur investissement qui lui permet de vivre dessus, puisque forcément quand vous avez 10, 20, 30, 50 millions d'investis, vous n'avez pas besoin du même retour sur investissement que quand vous avez 10 000, 20 000, 50 000 pour vivre dessus. C'est tout à fait logique. Comme je suis dans une période de ma vie pour une croissance de portefeuille, je ne m'oriente pas sur des sociétés comme Nike, et donc cette société pour l'instant ne m'intéresse pas. On verra si à un moment donné elle va sur des prix bien plus intéressants et qui me permettront d'avoir non toujours pas une croissance phénoménale, mais au moins un super bon rendement sur mon investissement pour une position par exemple en fonds de portefeuille, sur un portefeuille tranquille, bon père de famille. À ce moment-là, ça pourrait être envisagé pour cette stratégie. Voilà, j'espère que cette valorisation vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut!